Je suis le docteur Cyril Fischoff, chiropracteur, spécialiste en échographie musculo-squelettique, exerçant à l'île Maurice. Je vous invite à écouter un nouvel épisode du podcast Vertèbre & Co, chaque premier et troisième lundi du mois. Ce podcast est consacré à l'univers de la médecine musculo-squelettique. Au travers de petites histoires cliniques issues de nos consultations, des dernières données scientifiques ou encore d'interviews de différents spécialistes, nous abordons divers thèmes, que ce soit le diagnostic des troubles musculo-squelettiques, les mécanismes de leur genèse, les moyens de prévention ou encore les traitements des plus classiques aux plus avant-gardistes. Vertèbre & Co s'adresse à tout public et se veut un rendez-vous de vulgarisation au service de chacun. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler à nouveau de la calcification. Dans le précédent podcast, nous avons vu ensemble tout ce qui avait relation à sa genèse et aux différentes phases d'évolution de la calcification. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les grandes lignes de la prise en charge de cette affection. Nous l'avons vu, la calcification évolue selon 4 phases que l'échographie nous permet de distinguer. La première, la phase précalcique, est totalement asymptomatique. À partir de là, elle ne nécessite pas de traitement particulier, d'autant que la littérature scientifique ne permet pas d'établir qu'à ce stade, le dépôt calcique évoluera vers une phase formative. La phase formative, donc, est certainement la phase où nous recevons le plus de patients en consultation. Très clairement, plus la calcification est volumineuse, c'est-à-dire supérieure à 1 cm, et plus elle déforme le tendon, plus le risque d'avoir une épaule douloureuse est important. Les douleurs peuvent durer des mois, voire des années, si le patient non traité n'a pas la chance d'avoir une résorption spontanée. Dans cette phase, il existe toute une série de traitements possibles. Tout d'abord, le traitement fonctionnel. Ce type de traitement ne vise pas à favoriser la résorption de la calcification, mais s'adresse au contexte biomécanique dans lequel cette affection se trouve. Il a été révélé que moins de 16% des patients présentant une calcification douloureuse montrent des anomalies structurelles comme un acromion crochu. L'acromion, c'est cette épaulette osseuse et qui, si elle est crochue, incurvée vers le bas, favoriserait le frottement avec la calcification. On parle alors de conflit sous-acromial. Dès lors, l'hypothèse est que si une calcification est volumineuse et dense, elle devient une cause suffisante d'un conflit sous-acromial et donc de douleur. Une autre hypothèse est qu'avant la phase de résorption, la calcification peut être responsable d'un mécanisme inflammatoire qui fragiliserait les fibres tendineuses périphériques et expliquerait la douleur. Quoi qu'il en soit, le traitement fonctionnel prend alors toute sa place. Il s'agit d'améliorer la coordination et la capacité des muscles de l'épaule et du cou à permettre un mouvement normal afin de minimiser les contraintes sur les tendons de l'épaule. Les exercices ont une place prépondérante, mais également toute autre technique de mobilisation, de manipulation, de stimulation ou utilisant des agents physiques. Au-delà du paramètre biomécanique, les patients consultant en phase formative présentent souvent une douleur chronique. Il s'agit alors de s'intéresser aux mécanismes périphériques et centraux de la douleur par des traitements physiques comme des techniques de neuromodulation ou dans certains cas des traitements médicamenteux. Parmi les traitements invasifs, l'infiltration d'un dérivé cortisoné dans la bourse sous-acromiale peut être proposée aux patients. Si l'effet sur la douleur peut être intéressant sur le court ou le moyen terme, la recherche ne permet pas de conclure à leur capacité de faciliter la résorption du dépôt calcique. Au contraire, certains auteurs pensent que les corticoïdes pourraient retarder les mécanismes de résorption. Il faut donc aborder leur utilité au cas par cas. Voilà pour ce qui concerne les traitements à visée fonctionnelle. Pour ce qui est du traitement de la calcification en elle-même, il peut être envisagé en parallèle ou en cas d'échec de l'approche fonctionnelle, on peut également, et bien sûr c'est tout à fait logique, traiter la calcification elle-même. Il y a alors là plusieurs options, plusieurs techniques possibles. La première d'entre elles, l'une des plus connues, ce sont des ondes de choc extracorporelles. Le principe général est de fragiliser la calcification pour favoriser sa résorption par la transmission d'une onde acoustique jusqu'à l'interface tendon-calcification.
On évalue l'efficacité des ondes de choc extracorporelles autour de 60 à 70% sur la douleur. Le ciblage se fait grâce à l'échographie. Il existe deux types d'ondes de choc, les ondes de choc dites radiales, de basse et de moyenne énergie, et les ondes de choc dites focales, de haute énergie. Il s'agit de machines totalement différentes. A priori, selon la recherche, plus une calcification est dure et dense, mieux elle répondra au traitement par onde de choc focale, et moins elle répondra au traitement par onde de choc radiale. Un dépôt calcique qui est crémeux ne répondra pas au traitement par onde de choc. L'échographie joue un rôle majeur puisqu'elle permet d'étudier la consistance du dépôt calcique et ainsi poser l'indication du traitement. Une autre technique est la trituration. C'est une technique qui consiste à fragiliser la calcification au moyen d'une aiguille pour favoriser sa résorption. Elle s'applique sur des calcifications qui sont pierreuses, qui sont très dures. L'inconvénient est le risque de fragmentation et la difficulté a posteriori de réaliser un lavage de la calcification, voire de réaliser une chirurgie si nécessaire. Une troisième technique est la technique dite de ponction-lavage, avec une efficacité de près de 80% à 1 an. C'est une technique réalisée sous contrôle échographique qui consiste à injecter du sérum physiologique sous pression dans la calcification pour ensuite aspirer le contenu de cette dernière. La procédure permet de favoriser la résorption de cette calcification. L'inconvénient est que la coque calcique ne doit pas être trop dure et la calcification pas trop petite. Donc ça s'est réalisé en général sur des calcifications qui font plus de 5 mm de dimension. Les calcifications polylobées, qui correspondent probablement à plusieurs dépôts successifs, ont tendance à donner de moins bons résultats avec cette procédure. Le gros avantage de la technique de ponction-lavage est une amélioration des douleurs dans la majorité des cas, et ce en quelques jours. Une quatrième technique est une technique dite d'injection de PRP pour plasma riche en plaquettes. Nous y consacrerons un podcast. À ce jour, il n'y a pas encore d'indication claire par rapport à l'injection de PRP en rapport avec les calcifications. En cas de douleur persistante, après la phase de résorption ou après un lavage de calcification, le PRP pourrait favoriser l'accollement des parois de la cavité et la cicatrisation du tendon. Dans le même esprit, une autre technique dite d'électrolyse percutanée pourrait également favoriser l'accollement des parois de la cavité. Dans la phase dite de résorption, le dépôt calcique libère des cristaux dans les tissus avoisinants. Cette libération soudaine va générer une inflammation telle que le patient se présente avec une épaule gelée par la douleur, aussi appelée l'épaule calcifiante, aiguë ou encore hyperalgique. Dans l'immense majorité des cas, la phase inflammatoire s'estompe en une dizaine de jours et le patient devient spontanément asymptomatique. En cas de douleur très importante, insomniante, on peut recommander au patient une infiltration de la bourse sous-acromio-sous-deltoïdienne. Si les douleurs persistent après la crise hyperalgique, alors la logique de traitement reste la même que pour la calcification en phase formative. Enfin, quelques mots rapides sur la chirurgie. Elle doit être recommandée pour les patients ayant une douleur, une incapacité suffisamment importante malgré un traitement conservateur qui aurait été bien conduit sur une période minimale de 6 mois. Le chirurgien orthopédiste aura différentes options. La première consiste à aspirer le contenu de la calcification sous arthroscopie, puis à laver l'articulation gléno-humérale, c'est-à-dire l'articulation de l'épaule, et l'espace sous-acromial pour éviter de laisser un petit fragment calcique qui pourrait continuer à générer des douleurs. En plus de la procédure précédente, une deuxième option peut consister à réaliser une acromioplastie. C'est une intervention chirurgicale qui consiste à retirer une petite épaisseur d'os ou de ligament pour favoriser le glissement des tendons. Les facteurs qui auraient tendance à conduire le chirurgien à réaliser une acromioplastie sont la présence d'un acromion avec une morphologie agressive, la présence lors de l'arthroscopie de signes prouvant la présence d'un conflit sous-acromial, comme par exemple la présence d'une petite déchirure partielle, ou encore la présence de dépôts calciques diffus et non circonscrits à une seule zone. Il est à noter que la tendance actuelle des chirurgiens est de pratiquer de moins en moins l'acromioplastie. Enfin, une troisième option pour le chirurgien peut consister à réparer le tendon après avoir évacué la calcification, et ça en général, c'est plutôt lorsqu'on a des dépôts qui sont relativement larges, qui font plus de 2 cm de dimension. En conclusion, il faut retenir l'importance de catégoriser le type de calcification, sa nature, sa taille, sa clinique, c'est-à-dire la présentation symptomatique, pour non seulement établir un pronostic correct, mais surtout s'orienter vers une prise en charge adéquate. Je vous donne rendez-vous très bientôt dans un nouvel épisode du podcast Vertèbre & Co. En attendant, portez-vous bien, restez actifs et si vous avez des questions ou des idées de thèmes que vous souhaitez que nous abordions,
N'hésitez pas à me contacter sur la page du podcast vertebrenco.com.